Bonjour à tous, content d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on va parler, Palo Alto. Pour le petit historique, j'ai fait pas mal de sécurité offensive dans le passé, de la réponse à incidents. J'ai rencontré d'anciens clients ici, d'anciennes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, uniquement en sécurité offensive, en réponse à incidents. Ils sont toujours vivants, mais je ne les ai pas rencontrés. Maintenant, je travaille chez Palo Alto. J'ai fait 10 ans de sécurité offensive et réponse à incidents. Ça m'a donné une bonne perspective forcément des risques des entreprises. Et puis aujourd'hui, on va parler principalement de mon point de vue sur justement tout ce qui est les nouvelles technologies, les nouvelles trends. En ce moment, la nouvelle trend, c'est tout ce qui est AI et LLM. On va vous donner notre point de vue de chez Palo Alto. Qu'est-ce qu'on voit, comment on adopte ça finalement, et comment on est en mesure d'offrir potentiellement une adoption sécurisée. Donc le talk, il va se valoir, forcément avec des images générées par des prompts. Mais au-delà de ça, il va se valoir assez terre à terre, on va dire. On va commencer par des scénarios très simples. On va vous présenter en fin de compte des cas d'usage, des cas de figure, des choses qu'on rencontre chez nos clients, des choses que nos équipes aussi de sécurité offensive mettent en place chez des clients ou exploitent chez des clients. Des choses qu'on voit aussi dans les news. Je pense que quelqu'un d'AI ici, ou de LLM ou de modèle, on a forcément entendu parler aussi de prompt injection, donc d'injection dans les prompts, qui sont seulement en fait une type de vulnérabilité qu'on a dans les environnements LLM et dans les différents modèles. On parlera forcément des solutions, comment sécuriser, on parlera de 3 piliers principaux justement. Comment avoir en fin de compte une sécurité de l'IA en fin de compte dès la conception, avec quoi ça vient. Comment utiliser l'IA finalement contre l'IA elle-même, donc les différents produits qui peuvent y répondre. Et puis comment simplifier en fait la sécurité avec l'IA. On va savoir que on va vraiment se focaliser sur le premier pilier qui va être la sécurisation de l'IA en fait dès la conception, parce que la grande majorité du travail en fin de compte va se passer ici. Les points que je vais apporter après sur le pilier numéro 2 et 3, ce sont des points sur lesquels potentiellement certains d'entre vous ont du Palo Alto, vous allez potentiellement déjà connaître, que vous utilisez peut-être déjà. On va essayer de laisser un petit temps pour éventuellement des questions. J'ai 42 slides, moi j'adore avoir trop de slides par rapport au temps qui est accordé, comme ça je parle vite, et puis comme ça on fait 5 slides à la minute. Alors forcément on va parler d'AI, donc oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de talk avec le terme AI ici. Je suis très anti-bullshit. J'ai fait la sécurité offensive chez des clients, du Red Team, de la réponse à incident. Donc ce que je vous présente, c'est les choses que j'ai utilisées. La majorité des cas de figure qu'on va voir, c'est les cas de figure qu'on voit chez les clients. Pour vous donner un exemple très précis, on fait des security assessments pour tout ce qui est AI chez les clients, pour savoir par exemple à quel point ils utilisent différents modèles, s'ils le savent ou pas. Justement, c'est ça qui est intéressant. En général, on a une utilisation qui est... Enfin, on a une vue, en fait, au niveau de l'organisation, que ce soit des exécutifs ou des managers, qui nous disent, bon, non, c'est correct, au niveau de l'AI, on doit utiliser Microsoft Copilot, et puis éventuellement ChatGPT, mais on leur a dit de ne pas utiliser, que c'était pas bien. Ok, c'est bien. Donc le message, on espère qu'il est passé. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, le message passe pas forcément très bien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait ces security assessments d'AI, on en rencontre finalement 50, 100. Un des clients, on a rencontré 198 différents modèles qui étaient utilisés dans son environnement. Donc autant vous dire que c'était une belle surprise pour lui. Évidemment, avec tout ça, on se rendait compte qu'il y avait potentiellement de la donnée sensible qui était mise dans ces prompts, qui est un des enjeux, en fin de compte, justement, de tout ce qui est générative AI, qu'il y avait potentiellement des AI des modèles qui étaient utilisés, comme tout le monde en a entendu parler, je pense, de DeepSeek, qui n'étaient pas forcément très compliance au niveau d'une organisation. Et donc, c'est ça dont on se rend compte. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler d'AI, de prompt et de modèle d'AI, et puis on va directement partir. Donc forcément l'AI, on voit ça aujourd'hui comme un peu des nouvelles capacités, potentiellement l'entreprise voit ça comme une nouvelle source de revenus, des nouveaux modèles d'affaires. On est en mesure de développer aujourd'hui quasiment un SaaS ou du moins un MVP en très peu de temps, de l'amener au marché et d'être en mesure de vous dire, voilà par exemple, voilà comment on a innové, voilà ce qu'on a créé comme SaaS ou comme produit. On estime que notre startup vaut tant, donc c'est génial, ça va créer beaucoup d'opportunités. L'enjeu avec ces nouveaux outils, qui sont un peu révolutionnaires et tous ces nouveaux outils, c'est qu'en fin de compte, en général, on a une mauvaise prise de conscience, justement, de toutes les règles de sécurité qui les entourent. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération, parce que on a la promesse de l'AI, mais on n'a pas pensé à la promesse de la sécurité de l'AI derrière. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir, vous savez, quand vous achetez un outil qui est dangereux, très souvent, on vous fournit un guide d'utilisation. C'est très bien, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec l'AI, on a un guide d'utilisation un petit peu. Mais très rarement, enfin très souvent dans les outils dangereux, on vous fournit aussi un guide de sécurité, de safety en fait, pour éviter que vous vous blessiez avec les mesures minimales.
Aujourd'hui, on se rend compte que quand on utilise en fin de compte de l'AI, justement ce guide de bonne sécurité, de bonnes mesures, de best practice est rarement fourni. Les organisations essaient de le fournir au maximum. Les organisations essaient vraiment de donner à leurs collaborateurs des guidelines, mais c'est très compliqué de les faire respecter. Et ce qui nous manque très souvent, en fin de compte aussi, on va le voir comment on y répond, c'est de la visibilité sur ce qui se passe en interne sur nos entreprises. Si on parle d'adoption pure, en fin de compte, ce qui est prévu pour les AI, c'est que ce soit encore plus rapide que ce qu'était Internet. À l'époque, quand on avait Internet, je veux dire, ça a mis 23 ans environ, du début que c'est parti avec le programme ARPANET jusqu'à vraiment l'utilisation complète d'Internet. La dernière révolution qu'on a vue comme ça, c'est tout ce qui est mobile, smartphone, les iPhones et autres, sans vouloir citer de marque. Aujourd'hui, les AI, on se rend compte qu'il y a énormément d'utilisateurs, que vraiment, il y en a une expansion qui est rapide, une adoption qui est vraiment exponentielle. L'enjeu, c'est comment on va maîtriser la sécurité qui est derrière, vous le comprenez bien, et les enjeux de sécurité. Parce que qui dit nouvel outil, en général, c'est un peu comme des protocoles à l'époque, quand on a créé le DNS, on a créé le DNS sans penser à la sécurité, on a créé plein de protocoles comme ça sans penser à la sécurité, puis on s'est dit, bah, c'est pas utile, en fait, ça marche, c'est suffisant. Et puis, finalement, on pensait même pas au risque qui pouvait arriver. Aujourd'hui, on est un peu plus mature que ça, quand même. Donc, l'avantage d'être plus mature, c'est que quand on crée un nouvel outil, très rapidement, on est dedans actuellement, mais donc c'est pas très rapidement, parce que les premiers modèles d'IA, ils datent pas d'aujourd'hui, mais très rapidement, on se rend compte quand même qu'il faut amener de la sécurité au sein de ces modèles et au sein de ces nouveaux processus métiers, finalement. Donc, nouvel outil, nouvelle menace, ça amène aussi des nouveaux risques, potentiellement. Très récemment, c'est novembre 2018, 18 novembre 2024, pour ceux qui connaissent l'OWASP, c'est un organisme, historiquement, c'est connu pour tout ce qui est applications web, tests de sécurité dans les applications web. Ils produisent un référentiel qu'on appelle le Testing Guide. Ils produisent aussi ce qu'on appelle un top 10, c'est les top 10 des vulnérabilités web les plus exploitées. Et ils le sortent tous les 3-4 ans comme ça, ils les mettent à jour en fonction des nouvelles trends. Ce qui est très cool avec tout ce qui est AI et LLM, c'est qu'en fin de compte, ils ont sorti un top 10 assez rapidement, en 2024, avec les différentes, justement, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant, avec les différentes vulnérabilités les plus exploitées. Donc forcément, en premier, on a le prompt injection, et en deuxième, on a la disclosure, enfin, en fin de compte, l'exposition d'informations sensibles. Mais vous voyez voir, aujourd'hui, on ne va pas parler de toutes les vulnérabilités, puis là, n'oubliez pas que c'est seulement un top 10. Ce qu'il faut comprendre avec l'AI et le LLM, en fin de compte, c'est qu'on a un tout nouveau, en fait, aujourd'hui, périmètre, on a un tout nouveau scope, on a une toute nouvelle surface d'attaque qu'on n'avait pas à l'époque. Donc on est encore en train de découvrir les capacités qu'on pourrait avoir en tant qu'un attaquant, et ce qu'on devrait mettre en place aussi en tant que défenseur en termes de contrôle. L'idée, c'est de se dire que, vu qu'on a un nouveau vecteur d'attaque, à l'époque, on avait une segmentation, on avait un réseau, on mettait de la segmentation réseau, on mettait des contrôles de sécurité, on mettait un IPS, on mettait éventuellement de la sécurité DNS et autres. On sait faire, on sait le faire, on le fait. Pour les applications web, c'était pareil. Pour les applications, après, le cloud est arrivé, pareil, grosse révolution, le cloud est arrivé. On est tous partis dans le cloud comme des fous, puis on s'est dit après, mais peut-être qu'il faut penser à la sécurité, peut-être qu'il faudrait arrêter de mettre des buckets S3 publics à tout le monde. C'est peut-être pas une bonne idée. Et puis peut-être qu'il faudra arrêter de stocker par exemple aussi des numéros de carte de crédit ou des numéros d'assurance sociale dans des buckets S3 ouverts à tout le monde. On y a pensé, ça a pris du temps, ça a créé des incidents malheureusement. Tout le monde se souvient, je pense, de Capital One. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, avec le LLM, c'est la même idée. On a un nouveau périmètre, ça amène des nouveaux outils, ça amène un nouveau vecteur d'attaque avec des nouvelles attaques possibles. Donc l'idée, c'est d'essayer de se dire, bon, on ne va pas répéter l'erreur 50 fois. On l'a fait peut-être pour Internet. Quand je parle d'Internet, c'est plutôt au sens large des protocoles aussi. Hein. On l'a fait pour le cloud, par exemple. On l'a fait pour plein de choses comme ça. Essayons de prendre, en fin de compte, le train en marche. Évitons d'attendre qu'il soit passé. Il y a un très bon, ça c'est public, hein, ça n'a rien à voir avec Palo Alto, mais c'est une très bonne qualité. Donc, je vous ai mis une surface map pour le attack map, où il y a la ressource qui est en bas. Je pourrais vous la fournir si vous voulez. C'est une attaque surface, en fin de compte, une map d'attaque surface, justement, sur les différents points d'accès, points d'entrée qu'on peut avoir sur un environnement LLM, IA, au sens large. Nous, on va aller justement sur différents scénarios pour les expliquer, puisque l'idée, c'est en fin de compte que les modèles LLM et l'IA aujourd'hui, ça représente en fin de compte des potentiels d'abus, d'exploitation de vulnérabilité multicouches, qu'on appelle du multilayer. Pourquoi c'est multilayer? Parce que, en fait, il faut réfléchir non seulement à, j'ai un attaquant peut-être qui va, imaginons que je développe ou que j'utilise un modèle d'IA dans mon environnement Azure et que c'est disponible sur Internet, par exemple. Ça peut être un attaquant externe qui va m'attaquer, comme ça peut être un utilisateur interne qui va créer un risque chez moi.
Donc l'enjeu avec ces modèles-là, c'est qu'en fin de compte, le périmètre est beaucoup moins bien défini et les enjeux sont encore un peu inconnus. On prend l'exemple très simple de fuite de données par un utilisateur qui est totalement légitime, un utilisateur chez vous qui est légitime, qui veut un peu améliorer son travail, aller un petit peu plus vite, qui potentiellement va utiliser un prompt, un ChatGPT, un Gemini par exemple, et va envoyer de l'information un peu sensible et confidentielle. C'est un vrai jeu, c'est un vrai enjeu de sécurité des données. Avec la loi 25 en plus, on entend beaucoup parler de sécurité des données, donc ça vient encore plus appuyer ça. Mais ça peut être aussi tout autre type de layer, finalement, de niveau d'abus. Et c'est ça qu'on va s'intéresser, justement, c'est que c'est pas seulement contrôler ce que font mes utilisateurs, c'est avoir de la visibilité déjà sur ce qui se passe. Est-ce que des prompts sont utilisés? Est-ce que des modèles sont utilisés dans nos environnements en interne? Et qu'est-ce qui se passe sur ces modèles-là? Est-ce que de la donnée forcément sensible est fournie? Est-ce que ce qui m'est retourné par le prompt aussi, très important, est correct? Parce qu'on peut se dire aussi qu'un prompt, potentiellement, à un moment donné, a dû apprendre. Un modèle a dû apprendre, et pour apprendre, il a appris de quelque part. Si la source d'apprentissage, en fin de compte, du modèle a été polluée, les réponses qui vont être données par le modèle sont polluées. C'est un type d'attaque qu'on appelle la pollution par l'apprentissage, en fait, des modèles. On appelle ça en anglais, c'est le model poisoning. Assez simple, on se dit, mais finalement assez compliqué après à gérer, parce que si on autorise un modèle chez nous en interne, il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que va répondre le modèle à notre utilisateur. Donc on va voir comment on met ça en place. Et puis évidemment aussi, tout un tas d'idées à se dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un utilisateur qui est malveillant, lui directement, son point de vue, ça va être, est-ce que l'entreprise, par exemple, aurait des modèles LLM disponibles, et comment je pourrais potentiellement les exploiter pour aller récupérer pas seulement l'information qui m'est disponible, mais plus d'informations. Donc ça, en général, on se dit, bon, on pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Azure, on a un prompt dans Azure, on a un modèle déployé dans Azure ou dans AWS qu'on met publiquement disponible, mais ça peut être tout simplement un chatbot qu'on met disponible sur notre site web, qui va, par exemple, faire une passe dans nos tickets, imaginons, dans ServiceNow, pour savoir si peut-être un ticket a déjà été, il y a déjà une résolution qui a été associée à un type de problème que le chatbot pourrait traiter potentiellement et donner une première piste à l'utilisateur. Si on filtre mal ça, en fin de compte, et si on permet une injection dans le prompt directement, l'attaquant pourra potentiellement justement récupérer plus d'informations que ce qu'on est censé vouloir lui donner. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios. Évidemment, on va aller un petit peu au travers, puis on va après parler un peu de solutions, parce que l'idée, c'est pas de faire peur et de dire on a des super solutions, l'idée, c'est plutôt de faire prendre conscience qu'il faut mettre en place un cadre un peu réglementaire, d'organisation, forcément, mais il faut aussi penser aux solutions qu'il y a derrière et à comment on peut les orchestrer pour avoir une visibilité en fin de compte de toute la chaîne, finalement. Donc on a parlé de l'employé qui cherche à gagner du temps et à améliorer son travail. Très souvent, on le voit pour, enfin en tout cas dans les cas de figure qu'on a vu chez Palo Alto, on le voit pour deux cas de figure principaux, nous. On le voit pour la génération de traduction. Donc traduction, j'ai un contrat à écrire, par exemple, dans une langue, j'ai encore mieux, un appel d'offres à écrire en français, puis j'ai déjà écrit en anglais cet appel d'offres-là, donc j'aimerais bien que ce soit plus rapide. Ça, on l'a vu chez les clients, donc l'appel d'offres en anglais est totalement envoyé directement, puis on a l'appel d'offres en français qui est ressorti. Donc il faut vraiment truster très fort ChatGPT ou Gemini pour les informations qui sont fournies. Et puis si on parle de loi 25, je pense que le Québec serait très déçu. On a ensuite tout ce qui est partie de génération de code qu'on voit énormément aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, développer un SaaS aujourd'hui, c'est comme possible. Il y a une conférence dernièrement, justement, où il y a quelqu'un qui présentait un nouveau SaaS qu'il avait créé avec toute la levée de fonds qu'il avait fait, toute l'entreprise qui avait autour. Quelqu'un se lève dans la salle et lui dit, vous savez, ce que vous avez fait finalement, en plusieurs mois de travail acharné avec une équipe, il dit, moi je l'ai fait le week-end dernier dans mon salon. Bon, évidemment, on entend, il n'a peut-être pas fait ça aussi bien, mais l'idée c'est de donner que c'est possible d'aller créer une solution assez rapidement, ou au moins un MVP, et d'aller pouvoir générer du code comme ça. Qualité du code à revoir potentiellement, mais c'est possible. Donc ça va être potentiellement utilisé pour accélérer. Parfois, on a des demandes de commit ou de livraison de code qui sont très rapides. On a de la pression qui est mise sur les équipes techniques. Elles doivent livrer très rapidement. Donc ça peut potentiellement amener un utilisateur potentiellement qui n'est pas malveillant d'aller potentiellement rentrer de la donnée sensible. Ça peut être des sources propriétaires, comme on l'a dit pour du code. Ça peut être de la soumission de données de documents stratégiques, d'appels d'offres par exemple. On l'a vu, je veux dire, le prompt, on lui fournit un PDF, il va se débrouiller, hein. Il va nous faire tout le summary, il va tout nous expliquer, et ensuite il va nous fournir toute la sortie, en anglais ou dans d'autres langues, ou même nous adapter avec un nouveau nom de client. Donc c'est génial, enfin je veux dire, on s'entend, c'est vraiment génial, on n'a pas à le refaire. Maintenant, les questions de sécurité, c'est autre chose. On a toute l'exposition de données forcément clients qui sont sensibles, que ce soit de la donnée PII, donc la donnée à caractère personnel, données de santé, données financières.
on avait je vous ai parlé tout à l'heure d'organisation pour lesquelles on avait soi-disant 3 modèles qui étaient utilisés, puis on en trouve plus d'une centaine. On a eu une alerte aussi qui a sonné à un moment donné parce que on s'est rendu compte qu'une personne des ressources humaines avait besoin d'écrire des contrats. Et que pour écrire des contrats, on s'est rendu compte qu'elle utilisait simplement un chat. Donc je tairai le nom, mais qui commence par chat et qui finit par GPT. En utilisant ce chat-là, en fin de compte, elle fournissait les informations de la personne pour l'écriture du contrat, et en fin de compte. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une écriture de contrat qui est basée sur un prompt, c'est très bien, il était propre, hein, le contrat. Par contre, dans le prompt, on a un AS qui fuite, on a une adresse personnelle, un numéro de téléphone, on a des noms, prénoms. Autant vous dire que c'est assez sensible. Donc, on va voir comment on y répond aussi un petit peu, et c'est vraiment un des cas de scénario, des cas d'usage qu'on voit très souvent. Le prompt injection, on en a déjà parlé, donc on ne va pas y revenir. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on a 2 techniques de prompt injection. On a à la fois le prompt injection qu'on appelle direct, donc c'est vraiment l'utilisateur qui est là, imaginons vous avez un chatbot sur votre site web. On a un chatbot sur le site web, on injecte quelque chose dans le chatbot, on a une réponse qui est différente de ce qu'on est censé renvoyer. C'est le prompt injection. Et on a la version indirecte. La version indirecte, là, c'est que l'IA, en fin de compte, le modèle va traiter en fait une source de données externe pour vous donner la réponse. Mais l'IA, en fin de compte, elle va faire de son mieux. Donc quand elle va vous donner la réponse, elle va se baser sur ce qui existe déjà. Des pages web, des documents, des emails potentiellement, si elle a accès à votre boîte d'email. Et donc préalablement, ça pourrait être piégé, ça pourrait être justement pollué par l'apprentissage, comme on dit. Et ça pourrait créer finalement des instructions malveillantes ou des retours malveillants en fait, à l'utilisateur, tout simplement. Ce qu'on appelle le indirect prompt injection. Cette fois-ci, l'utilisateur est plus, en fin de compte, comme la victime qu'autre chose. On va passer, je vais donner des petits exemples. L'exposition de données sensibles, je pense que vous avez tous compris avec l'exemple que je vous ai donné. On verra tout à l'heure justement comment nous on catégorise ça, comment nous on voit ça sur des réseaux internes. Et puis même sur des réseaux qui sont non internes, je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Évidemment, quand on parle de données sensibles qui sont exposées, il faut forcément parler de déchiffrement SSL. Donc pour certains, vous allez vous dire, oula, ça prend de la performance. Forcément un petit peu, ça prend de la performance sur les boîtes sur lesquelles vous allez avoir, sur vos firewalls par exemple, ou sur d'autres solutions comme les solutions SASE par lesquelles votre trafic va passer, ou par exemple des enterprise browsers qu'on appelle, donc des browsers sécurisés qui vont se charger de faire en fait tout simplement le déchiffrement SSL directement depuis le browser. On en parlera tout à l'heure. Donc pour ça, en fin de compte, pour trouver s'il y a de la donnée qui est exposée, qui est sensible, forcément, il faut potentiellement avoir accès au payload en fait HTTP. Parce que si on fait seulement du port destination au niveau de nos firewalls, par exemple, on ne verra pas grand-chose, on verra un port, on verra une destination où la destination sera peut-être ChatGPT. On fera une résolution DNS, on voit que le DNS, oui, ça pointe sur ChatGPT, c'est correct. Mais on n'aura aucun payload, aucun contenu de la requête HTTP, aucune réponse. Nous, ce qu'on veut pour tout ça, c'est les réponses. Ce qu'on veut, c'est justement sur le déchiffrement SSL, c'est savoir qu'est-ce qui passe en fin de compte dans la requête HTTP, qu'est-ce qu'on a en retour. Le scénario numéro 4, c'est les retours de notre prompt. Donc toujours pareil, ça prend en considération un prérequis qui est le déchiffrement SSL, forcément. Le retour de notre prompt est aussi important. Comme on l'a dit tout à l'heure, il peut être pollué au moment de l'apprentissage. Le retour du prompt est donc extrêmement important. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que notre prompt, en fin de compte, nous envoie potentiellement de l'information qui est pas correcte et pas précise. Bon, certes, c'est un cas de figure qu'on doit prendre en considération quand on utilise un prompt. C'est un prérequis. C'est potentiellement pas sûr. Par contre, ce qu'on veut être sûr, c'est est-ce que c'est malveillant. Et ça, pour ça, il faut être en mesure de pouvoir à la fois donc, intercepter le trafic, avoir le trafic en clair, mais il faut aussi être en mesure, sur ce trafic qui est en clair là, en plus de le catégoriser comme c'est tel chatbot ou c'est tel modèle LLM, d'appliquer des règles de sécurité et des modules de sécurité, comme des IPS, comme par exemple un ATP pour Palo Alto, ou du Wildfire si jamais il y a une pièce jointe par exemple qui est générée directement par le modèle, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qui est output qui est insécure. Et je vous ai mis les plus grands les plus grands styles d'attaque, évidemment. Comme vous avez vu tout à l'heure avec le top 10, il y en a bien plus, il y en a au moins 10, en sachant que c'est seulement le top 10. Donc il y en a vraiment beaucoup plus. Donc comment avoir une approche en fait, stratégique par rapport à ça? Déjà, dans un premier temps, quelle approche prendre et comment s'assurer que, à la fois, on a la bonne visibilité, dans un premier temps, en fait, mais comment on peut se défendre, comment on peut y répondre. Donc l'idée, c'est 3 piliers, en fin de compte, pour la sécurité AI. C'est notre façon de voir les choses aussi chez Palo Alto. Potentiellement, d'autres personnes vous expliqueront les choses différemment. C'est la façon qu'on a, nous, de vous présenter les choses et de voir les choses. L'idée, c'est d'avoir une vue qui est holistique, de se dire, il y a une première partie qui est la sécurité by design, qui est au milieu. Elle aurait dû être à gauche, mais elle est au milieu.
avec nos outils de sécurité pour tout ce qui est AI, à la fois en termes de visibilité, d'accès, de protection de nos modèles, de protection aussi de nos environnements cloud, peut-être qui tournent sur Azure, AWS et GCP, parce qu'on a potentiellement des modèles qui tournent dans ces environnements cloud. Et, on en a parlé tout à l'heure, le AI Security Assessment, faire un assessment de notre utilisation d'AI, savoir où on en est. Donc on va parler de ça principalement aujourd'hui, évidemment. On va parler un petit peu de countering AI with AI, donc comment on attaque en fin de compte, on se défend contre l'AI, avec de l'AI évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'idée c'est pas de vous dire l'AI va tout résoudre, l'idée c'est de vous dire vous ne pourrez pas tout résoudre vous par contre. Donc d'avoir cette conscience, de se dire peut-être qu'il faut qu'on se fasse aider, qu'on ait des outils qui soient assez performants. C'est plus une idée de performance qu'autre chose finalement. Et on parlera rapidement aussi de comment on peut simplifier aussi la sécurité avec l'AI, puisque Palo Alto, on a développé nos propres environnements de Copilot. Pour ceux qui utilisent Microsoft Copilot, on a les mêmes. On verra quelques exemples où on peut juste taper du texte pour, par exemple, retrouver une attaque sur un environnement, par exemple, cloud, ou ainsi de suite, ou sur de la configuration réseau, de sécurité, et ainsi de suite. Donc la première partie, pour ceux qui utilisent déjà des firewalls, de manière générale, mais des firewalls Palo Alto encore plus, vous connaissez sûrement déjà. Tous ces services, c'est des services de sécurité qu'on appelle communément CDSS, donc Cloud Delivery Security Services. Ces services de sécurité, CDSS, pour Palo Alto, c'est des services qui sont à la fois hébergés sur nos boîtes, Palo Alto, sur nos firewalls, mais qui sont aussi consommés dans le cloud. Pourquoi c'est important? Parce que on ne voit pas vous dimensionner une boîte non plus, bien qu'elle soit performante, on ne va pas vous la dimensionner pour faire tout le traitement. Aujourd'hui, le trafic est énorme et les enjeux de sécurité sont énormes. À chaque fois qu'on a ce qu'on appelle chez Palo Alto, nos boîtes, c'est du single pass, donc c'est-à-dire qu'un paquet, en fin de compte, dans les firewalls Palo Alto, pour vous expliquer grossièrement, il passe une fois. Il passe une fois pour être identifié. On identifie l'application, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du port destination, on a du App ID, on identifie où est-ce que ça va. Est-ce que c'est du Teams, par exemple? On a du User ID, par exemple, savoir est-ce que c'est Myrlène de l'équipe des ressources humaines, par exemple, qui va sur Teams? Oui. Est-ce qu'elle est autorisée à faire ça? Non. On a du Device ID pour savoir est-ce que Myrlène utilise le bon PC. Et ensuite, on a tous les services de sécurité qui sont appliqués, avec en plus, on ne l'a pas mis forcément, mais le déchiffrement SSL. Et ces services de sécurité, en fin de compte, qu'on applique avec Palo Alto, donc le ATP, le Advanced TP, Advanced Threat Prevention, c'est l'IPS, le Wildfire, le deuxième, c'est la Sandbox, qui est utilisé depuis plus de 15 ans. On a des milliards et des milliards de samples. La deuxième, c'est l'URL filtering, tout ce qui est lié aux attaques qui vont plus web, on va dire, dans des query strings, dans des URL. L'idée aussi pour le Advanced URL Filtering, c'est de protéger par exemple contre du phishing éventuellement. On va être en mesure de vous dire par exemple, ok, regarde, tu as tel utilisateur qui essaie de rentrer ses credentials Office 365 sur une URL qui n'est pas Office 365. Par exemple, l'attaquant a mis par exemple ce qu'on appelle un proxy, comme Evil Nginx, pour ceux qui connaissent, quand on a un peu d'offensif. Evil Nginx, l'objectif de ce proxy-là, quand il va le déployer, l'attaquant, c'est pas de récupérer le username de l'utilisateur ou l'OTP, puisqu'il va être valable une fois l'OTP. Non, non, c'est de récupérer la réponse, c'est un proxy. C'est de récupérer le cookie de session de Office 365. Puisque vous pensez, réfléchissez, quand on a le cookie de session d'Office 365, on n'a plus besoin d'OTP, on n'a plus besoin de password, le MFA, ça sert à rien. On a le cookie de session. Donc aujourd'hui, un attaquant va vous cibler comme ça. Donc si tu n'es pas en mesure de dire, OK, en fait, l'URL sur lequel les credentials essaient d'être soumis par l'utilisateur, c'est pas une URL Office 365, c'est pas une URL Teams, malheureusement, il va soumettre ses identifiants, l'attaquant va recevoir son cookie session, et il aura accès à Office 365 ou Azure ou autres services. Advanced DNS Security, pour tout ce qui est DNS Security, c'est la réputation des noms de domaine, c'est depuis quand le nom de domaine il existe, c'est est-ce que le nom de domaine il fait de l'exfiltration, est-ce qu'il y a de l'exfiltration de DNS, ainsi de suite. Et d'autres services pour tout ce qui est IoT et SD-WAN, mais c'est plus des points de vue réseau. IoT, c'est très intéressant, mais l'idée, en fin de compte, avec ça, et avec ce qu'on appelle, on appelle ça Precision AI, et pour ceux qui ont vu la fameuse pub de Keanu Reeves, Palo Alto a carrément été chercher Keanu Reeves. Donc pour ceux qui ont vu la fameuse pub de Keanu Reeves, c'est cette fameuse pub où on voit Keanu Reeves, dans un univers un peu futuriste. L'idée, c'est de se dire, en fin de compte, qu'on veut juste couvrir le minimum, c'est-à-dire le cycle de vie d'une attaque. On veut juste couvrir de l'accès initial d'un attaquant jusqu'à l'exfiltration. Et pour ça, il faut des produits, pour ça, il faut de la capacité, pour ça, il faut savoir comment il évolue au sein de votre environnement et avoir des contrôles au bon endroit. Ça, c'est la première partie. C'était la partie comment contrer l'AI avec l'AI. Je vais la faire assez rapide parce que c'est une partie qui existe, qu'on développe de plus en plus, forcément.
tous ces modèles, je parlais de Precision AI, pour contrer les attaques et le cycle de vie. On a plus de 5000 modèles, justement, LLM, qui tournent en fait dans Precision AI dans notre cloud. Donc pensez juste à une chose, par exemple. Oui, okay. Pensez juste à une chose, un beacon Cobalt Strike qui va sortir, par exemple, sur Internet, et bien directement, vous êtes en mesure potentiellement d'aller le voir et de voir ce qui va se passer à l'intérieur. On va être assez rapide parce qu'il nous reste 5 minutes, donc c'est assez prévisible. Il nous faut de la visibilité. Pour ça, on a chez Palo Alto ce qu'on appelle AI Access Security. AI Access Security, que vous utilisez un firewall Palo Alto, du Prisma Access par exemple, SASE, ou du Prisma Access Browser, donc un Enterprise Browser qui est sur votre PC, qui va agir comme un browser sécurisé directement, vous avez la possibilité de faire votre déchiffrement SSL. Et si vous faites le déchiffrement SSL, vous avez l'idée d'aller classifier en fin de compte les applications, aussi d'appliquer du contrôle d'accès sur les applications directement, pour vous dire peut-être que je veux autoriser Microsoft Copilot, mais pas DeepSeek, ce qui fait du sens. Vous avez aussi la possibilité de mettre des contrôles de sécurité forcément, pour tout ce qui va être, on va monitorer ce qui va ressortir, on va monitorer les URL par exemple qui nous sont fournis, on va monitorer s'il n'y a pas une URL qui est malveillante. Je vous ai mis le petit dashboard pour à quoi ça ressemble. Ça va tout identifier. Dès qu'un paquet passe par un firewall, par votre SASE ou par votre Prisma Access Browser, vous allez être en fait en mesure d'identifier s'il y a une GenAI qui part. Aujourd'hui, on couvre plus de 2800 différents modèles GenAI, donc autant vous dire qu'on couvre quasiment la majorité du marché. Mais on estime que par quarter, pour donner une idée, on en découvre entre 300 et 500 nouveaux modèles qui sortent. Tous ne sont pas utilisés, évidemment, et tous ne sont pas utilisés aussi dans votre organisation. Encore heureux. On a la partie runtime. La partie runtime, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va rouler. Donc on a pour ça le AI Runtime Security. Le AI Runtime Security, l'idée, c'est d'aller scanner vos modèles que vous utilisez. Imaginons, vous déployez un chatbot sur votre site web, vous déployez un chatbot en interne même pour vos utilisateurs, comment votre modèle il roule, s'il est hébergé sur AWS ou sur Azure. Est-ce qu'il y a potentiellement la posture de sécurité doit être revue de ce modèle-là? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités, par exemple, et qui exposent des données sensibles? Très souvent aussi, les modèles qui vont tourner sont en lien avec d'autres applications SaaS, par exemple avec un Salesforce, avec un Office 365, avec même votre Active Directory, peut-être pour acheter de la donnée précise. Donc comment ils sont reliés, et est-ce que potentiellement ces liaisons entre vos modèles LLM que vous avez et votre environnement et son écosystème créent des enjeux de sécurité? On a aussi la possibilité pour ces runtime, finalement, de lancer ce qu'on appelle le AI Red Teaming, c'est de lancer en fin de compte des scans et des attaques directement dans le modèle que vous avez créé. Donc directement dans le modèle, on va aller requêter, faire du prompt injection, essayer d'envoyer par exemple des données sensibles et voir comment il réagit. C'est la même idée, c'est des dashboards sur lesquels vous allez avoir par contre cette fois-ci en entrée vos différentes sources et vos différents agents, et ensuite vos différents modèles, et ensuite toutes vos applications SaaS qui sont reliées. L'idée c'est de savoir quelles sont les menaces qui existent actuellement et comment je peux aller les voir. Ça c'est les dashboards de AI Runtime Security. Ce n'est pas des dashboards juste pour faire joli, tout est cliquable, et dès que vous cliquez, vous allez avoir des détails de toutes les informations que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous cliquez par exemple sur Salesforce, vous allez avoir le Salesforce avec quelle application AI elle est reliée. Est-ce qu'elle est reliée avec du Copilot par exemple? Est-ce qu'elle est reliée avec du Gemini pour quelque chose, je ne sais pas. Et quels sont les risques potentiellement qui sont reliés à ce lien. Donc c'est comme ça que ça se présente. Quand vous arrivez, c'est pas mal joli. Vous pouvez cliquer à peu près partout pour aller voir vos modèles, ce qui se passe sur Internet, quels sont vos utilisateurs aussi qui utilisent. Très intéressant aussi parce qu'on peut avoir un peu les top users, qui sont mes top users finalement qui utilisent mes modèles AI. Assez intéressant, on peut voir qui passe son temps sur sa journée sur ChatGPT ou sur d'autres modèles de AI. On en a parlé tout à l'heure, très brièvement je vous en parlais, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est le security et la semaine de sécurité. Donc là, l'objectif, c'est d'aller découvrir comment vous l'utilisez. Je pense que vous avez tous compris. Est-ce que vous répondez à vos besoins de compliance? Est-ce que vous pouvez potentiellement amener des améliorations? À la fin, ça vous permet d'avoir une situation sur l'état de l'art de justement l'utilisation des LLM et du AI en fin de compte dans votre environnement. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier. Puis le troisième pilier, on va finir là-dessus, c'est comment on peut simplifier en fait la sécurité avec l'AI. Pour simplifier la sécurité avec l'AI, nous, on a une manière de faire, c'est qu'on a 3 copilotes. Strata, c'est pour tout ce qui est réseau. Prisma, pour tout ce qui est SASE et cloud. Cortex, c'est pour tout ce qui est opération de sécurité. Pour chacun de ces sections-là, on a des copilotes. Ces copilotes, par exemple, pour du Strata, vont nous permettre de savoir quel est le nombre d'utilisateurs. On a juste à taper, c'est la requête qui est en bleu, par exemple. Quel est le nombre d'utilisateurs
qui utilise des URL qui sont catégorisées comme intelligence artificielle. On s'adresse en fait à lui directement pour avoir du output, directement pour avoir des métriques et des KPI par exemple, ou des informations de configuration. C'est la partie réseau. Pour la partie toute cloud, avec Prisma Cloud, on a par exemple un prompt, c'est toujours écrit en bleu, en haut à gauche et en haut à droite. Par exemple, on va simplement lui demander, OK, j'ai Prisma Cloud, j'ouvre mon Copilot, donne-moi tous les EC2, AWS, les instances, qui sont exposés à Internet. Et il nous sort directement notre attaque graph, ce qu'on appelle un attaque graph, c'est-à-dire notre graphe en fait d'attaque entre le point d'accès initial de l'instance EC2 qui est exposée, jusqu'à potentiellement des données sur lesquelles on pourrait aller chercher de l'information pour un attaquant. Pareil pour c'est quoi mon top risque à gauche, il va chercher le top risque, donc le risque qu'il a vu dans Prisma Cloud qui est le plus haut. Ça, c'est du pur AI, c'est un chat GPT que vous connaissez déjà, enfin c'est le même modèle, je veux dire, c'est un modèle qui est très similaire, sauf qu'on l'a appliqué directement au produit de Palo Alto pour faire gagner du temps à tout le monde et pour apporter de la visibilité très rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin même d'être expert sur Prisma Cloud, par exemple, ou d'avoir touché à Prisma Cloud énormément, on a juste besoin de savoir ce qu'on recherche réellement. On le donne au Copilot et il nous trouve la réponse. C'est fini. C'est bon. On time.